Donc, je m'appelle Anthony, j'ai 22 ans. Je travaille actuellement en tant que technicien de maintenance dans une société. J'ai été harcelé donc, du CP jusqu'au lycée. Et donc, je viens vous conter mon histoire. Alors, je m'appelle Nora, je suis la maman de 3 enfants, je suis la directrice générale de l'association Marion la main tendue et je suis auteure d'ouvrages. Tu sers à rien. Des mots anodins mais qui, répétés et amplifiés par les réseaux sociaux, accompagnés de violences physiques et morales, font énormément de mal aux enfants qui les reçoivent. Tu sers à rien, un podcast pour sensibiliser au harcèlement en milieu scolaire. Et dans ce dernier épisode, vous entendrez 2 voix fortes et uniques. D'abord celle d'Anthony, un ancien harcelé qui nous partage son vécu. Et puis nous avons choisi d'inviter Nora Tirane pour son rôle incontournable dans la lutte contre le harcèlement à l'école. Sa fille Marion s'est suicidée à cause du harcèlement qu'elle a subi et Nora a transformé sa douleur en combat. Elle préside aujourd'hui Marion la main tendue, une association de soutien aux familles touchées par ce fléau. Ces témoignages bouleversants sont essentiels car ils racontent un phénomène qui touche tout le monde, partout. En moyenne, dans chaque classe du pays, un élève est harcelé et a besoin d'aide. J'ai eu une enfance relativement joyeuse, on va dire, jusqu'à mes 6 ans, toujours très joviale, très extravertie, très sociale, dans un cadre familial plutôt correct, on va dire. Après, il y a eu le divorce de mes parents à l'âge de 6 ans, qui, c'était pas une très belle histoire, on va pas rentrer dans les détails. J'étais quand même relativement souvent seul à la maison et un petit peu à l'école aussi en grandissant. Mais sinon, voilà, une enfance heureuse. J'étais un enfant assez joyeux qui jouait au foot, au rugby ou peu importe avec ses copains. Je suis un enfant classique. Alors, j'ai dit que j'étais la maman de 3 enfants et c'est important parce qu'en effet, ma fille Marion était une enfant drôle, joyeuse, qui avait des centres d'intérêt je crois un peu différent, qui aimait beaucoup tout ce qui relevait de l'architecture et la lecture. Et cet enfant a évolué à l'école jusqu'au jour où, le 13 février 2013, à 13h, elle a mis fin à ses jours à l'âge de 13 ans. Une vie de famille, je reprendrai les mots d'Anthony, assez classique. Hein. Voilà, la famille avec le Golden Retriever, la maison, les vacances... les parents cadres, une maman drôle. Non, je plaisante. Non, rien d'extraordinaire. Et c'est ça qui est révélateur, c'est que ça touche tout le monde. Le phénomène de harcèlement est juste... En 2013, on ne parlait pas du phénomène de harcèlement. Et pour Marion, nous avons découvert qu'il s'agissait de harcèlement. Mais on ne pouvait pas mettre des mots sur quelque chose qu'on ne nous avait pas expliqué. Et elle-même ne savait pas de quoi il s'agissait. Peut-être des enfantillages, peut-être des mises à l'écart, des coups de compas, mais le mot harcèlement, il est venu dans ma tête quelques jours après le décès de Marion et quelques jours après la lecture de sa lettre. Elle ne dit pas « j'ai été harcelée ». Aujourd'hui, les enfants le disent parce qu'on se bat depuis 10 ans pour ça, mais voilà. J'ai des souvenirs relativement précis du moment où ça a commencé. Parce que entre le CP et le CE1, j'ai dû déménager à cause du divorce de mes parents. Un petit déménagement, 10 km, mais quand même, du coup, j'ai dû changer d'école. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai réussi à me faire une petite bande de copains très vite, mais je me suis aussi vite fait une bande de harceleurs relativement vite. Donc, je pense que c'est à partir du changement d'école que ça a commencé. Parce que je venais pas du même endroit, parce que j'ai toujours été un petit peu bouffi. Puis j'étais très extraverti et surtout aussi presque simplé. C'est-à-dire que j'étais prêt à faire à peu près tout et n'importe quoi pour avoir de l'attention. Parce que forcément, quand on a 7 ans et qu'on est un peu simplé, on a besoin de reconnaissance. Et donc ça passe par... tous les défis bêtes possibles et imaginables. Et sauf que du coup, ça attirait l'attention de beaucoup de harceleurs
qui ont compris que ça allait être pas forcément compliqué de me faire faire n'importe quoi. Ce qui m'a valu une belle listée de moqueries par la suite. Sur les moqueries que j'ai pu subir, donc la bande d'amis que je m'étais fait au début, la plupart sont encore mes amis aujourd'hui. Par contre, après, c'est la bande d'harceleurs qui s'est un peu multipliée. Parce qu'ils ont vu qu'un enfant, lui faire retenir sa respiration, courir contre un mur, sauter contre une flaque, c'était relativement simple de lui faire. Et donc du coup, après, ça a continué. Jusqu'à ce qu'à un moment, je dise non, j'en ai marre. Et là, après, par contre, il y a eu une bien plus grosse mise à l'écart, on va dire générale. Je me souviens de quelques-uns de mes harceleurs, pas tous. Mais oui, c'était souvent un peu les caïds de l'école qui étaient plus grands, qui étaient plus forts, qui avaient soit un peu plus d'argent, soit qui étaient les plus imposants, je dirais. Après, il y a eu quelques filles aussi à un moment quand même. C'est la distinction entre les enfants cool, entre guillemets, et les enfants pas cool, dont je faisais partie. C'est plutôt cette classification sociale, entre de grandes guillemets, qui a mené du coup au fait. Je trouve qu'Anthony, il justifie pas ce qui lui est arrivé, mais il trouve une espèce d'explication à l'inexplicable. Le poids, c'est pas un sujet, mais pour ceux qui veulent vous prendre en qualité de proie, ils choisissent ça. Le fait de dire les cool et les pas cool, en fait, je crois que être cool, c'est justement de ne pas harceler et de ne pas violenter. Ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, Anthony, c'est qu'à un moment, les filles aussi ont rejoint le groupe, c'est important de le dire. On a tendance à dire les harceleurs, c'est presque un mot capsule, mais il y a aussi des filles qui y participent, même si on sait que les garçons sont plutôt dans les coups et les baillards et les mises à l'écart. Et ce qui est fou, c'est qu'à un moment, vous avez dit non, donc bravo pour votre courage, mais malheureusement, ça a continué. C'est-à-dire qu'il y a eu cet effet de meute qui s'est amplifié. Moi, la question que je me pose, que je pose à tous les enfants, mais où étaient les adultes ? Parce que là, vous me racontez une histoire que les enfants nous racontent tout le temps. On a l'impression qu'ils sont seuls dans un monde où ils interagissent, il y a de la bagarre, il y a des coups, il y a des moqueries, il y a les cool, les pas cool. Pour Marion, c'était les populaires contre les bolosses. Mais populaire un jour, on n'est pas populaire toujours. Et en devenant élève ambassadeur, on devient des leaders positifs, donc, dont vous faites partie aujourd'hui en témoignant. Mais où étaient ces adultes ? Je ne parle pas de votre famille, de vos parents, parce que les enfants n'en parlent pas aux parents une fois sur deux. Et puis vous, dans un contexte aussi familial, il faut trouver sa place. Où étaient les adultes entre le CP et la terminale ? Alors les adultes au sens large, le personnel de cantine, les professeurs, l'enseignant, le directeur, vous ne viviez pas tout seul, vous n'étiez pas en zone de non-droit, je ne sais pas, ou alors c'est très particulier. Non, pas du tout, mais c'est que les enfants s'arrêtaient quand les adultes voyaient qu'il y avait une altercation, qu'il y avait un gros regroupement. Et moi, oser parler à un adulte à l'époque, c'était même pas pensable. Qu'est-ce qui se passe ? Non, rien du tout, vous inquiétez pas. Hop, je me range, je baisse la tête, et voilà. C'était la peur des représailles. Alors, sauf que quand on a peur des représailles auprès d'un adulte, en général, les représailles, entre guillemets, sont pires. Mais non, c'était vraiment la peur d'aller parler, en fait. Je me suis dit, c'est normal, ça arrive à tout le monde, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et je me suis rendu compte bien plus tard que si, en fait, c'est pas normal. C'est même interdit. Voilà. Mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est la peur des représailles. Le terreau du harcèlement, pourquoi il s'amplifie ? D'abord parce que l'adulte, il n'est pas présent, il n'est pas protecteur d'une manière ou d'une autre. On les forme pour ça. Mais c'est aussi la peur des représailles, la peur que ça s'aggrave. Et je vais vous dire un truc, ça va peut-être pas vous rassurer, en tout cas ça va peut-être accompagner votre pensée. C'est que celles et ceux qui n'ont rien dit et qui n'ont rien fait, eux aussi ont peur des représailles, mais surtout ils se disent « mais si je réagis, peut-être que demain ce sera moi ». Et le terreau du harcèlement, ce qui fait grandir, pousser cette mauvaise graine, ces orties, c'est la peur. Voilà. Et les harceleurs, la meute le sait. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils agissent toujours à l'abri du regard des adultes. Et donc, s'il y a des harceleurs qui nous entendent, ou des anciens harceleurs, ayez le courage de le faire devant des adultes. Rentrez le soir et dites à vos parents « je lui ai mis beaucoup de coups à ce garçon. Cette fille, je l'ai bien harcelée sur les réseaux sociaux, j'ai fait courir des rumeurs. » Ils savent que ce qu'ils font est quelque chose d'interdit et de grave. Et ils le font à l'abri du regard des adultes.
Donc, toutes les personnes victimes, elles n'y sont pour rien, mais c'est cet effet de meute, cette dynamique de groupe qui amplifie. Et peut-être que vous, ça faisait partie, j'allais dire, presque de votre place dans le groupe. Vous étiez celui qui jouait au jeu dangereux, mais au moins, vous aviez une place. Vaut mieux avoir cette mauvaise place pour certains que d'être seul. Mais nous, on dit à nos enfants, à notre entourage, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Que nenni. On est d'accord. On préfère être dans un mauvais groupe. Vous avez parlé de bande, de gang. Et ben, c'est exactement ça. C'est ça. On le constate et on l'a fait vérifier dans 2 grandes études qu'on a réalisées. Et en effet, le harcèlement, c'est une dynamique de groupe. Il faut bien le comprendre, c'est pas du harcèlement 1 à 1. Donc déjà, ça crée un déséquilibre, 5 contre 1. Donc comme je dis souvent aux enfants, vous pouvez avoir des super pouvoirs, mais à un moment, 1 contre 5, c'est très compliqué. Et puis tous les témoins qui ne réagissent pas, ça fait 12, 15, 20. Et on a le sentiment que les adultes ne réagissent pas. Donc il y a cet effet de meute. Et c'est le rejet de la différence. Ce qu'on constate, c'est qu'en effet, un enfant, et c'est très beau ce que vous racontez, parce qu'en fait, ça a vocation pratiquement d'outils pédagogiques. Vous expliquez, vous venez d'une famille, on va dire classique, il y a un changement dans votre vie, vous déménagez, vous-même, vous vous dites qu'est-ce qui se passe, j'ai plus papa, j'ai plus maman. Donc on sait que les familles, par exemple monoparentales, qui ont des difficultés, ça amplifie ce qu'on appelle le phénomène de victimation. On dit déjà, je ne vais pas en parler à mes parents, je ne vais pas les embêter avec ce qui se passe. Vous êtes le nouveau. Par principe, un nouveau, il est connu de personne et il est seul. Donc, c'est plus facile de le prendre pour proie, pour cible. On sait que le poids, le nom, l'origine sociale, et puis aussi les très bons élèves. Moi, je vais parler de Marion. Elle était ostracisée, donc mise de côté, compte tenu qu'a priori, elle avait des bons résultats. Et on sait qu'aujourd'hui, des enfants qui vivent le harcèlement ont tendance à faire baisser leurs notes pour être ce qu'on appelle le ventre mou. Ou d'autres qui sont dans le surinvestissement scolaire, qui vont vraiment bosser, aller au CDI, trouver une option pour quitter ces lieux, sortir de cette spirale. Tout à l'heure, on disait que le terreau du harcèlement, c'est la peur. Et c'est la peur de perdre un ami. Et l'essence même de tout ça, ça s'appelle l'amitié, au-delà de l'altérité. Et dans tous les témoignages, moi ça fait 10 ans que je parcours la France, j'ai vu plus de 80 000 enfants de tous âges. Ils vous disent toujours « Ah ouais, mais mon ami, mes copains... » Mais c'est tout le contraire. Un copain ne vous frappe pas, ne vous insulte pas. Donc déjà, ce mot, c'est même pas camarade. Moi, je les appelle les collègues. C'est quelqu'un qui est de passage dans la classe. Et autre chose, c'est qu'on dit, et moi je le vois pour Marion dans sa lettre, il n'y a rien de pire que d'être le sans-ami. Votre podcast, il s'appelle « Tu sers à rien ». Et je vais le dire parce que, en préparant, j'y ai pensé... Et je suis toujours émue parce qu'en fait, quand on en vient dire « tu sers à rien », pour un enfant, il n'a pas d'existence. Et c'est ce qu'on disait à Marion et ce qu'on dit à beaucoup d'enfants, tu sers à rien. Si tu n'as pas ta place dans le groupe, tu n'as pas d'amis, tu sers à rien. Et vraiment, il faut travailler sur l'amitié, l'altérité, au-delà de l'empathie. Comment ça, on sert à rien? On n'a pas fonction A. On est. Et c'est ça qui détruit... Enfin, vous acquiescez, merci Anthony. Mais c'est vraiment ça, moi, c'est ce qui me rend dingue. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup sur les élèves ambassadeurs, pour te dire, peut-être que c'est pas ton ami, mais l'autre à côté, ça peut être ton ami. Et je dis toujours, asseyez-vous à côté d'un enfant qui mange seul. Vous allez peut-être découvrir qu'il aime les échecs. Et vous, le rugby, vous allez partager des moments heureux. Et là, on en vient à l'altérité. Ça s'apprend, ça se partage. Mais ouais, on veut pas être seul. Cette envie d'appartenir... désespérément, je dirais presque à un groupe. Là, je rejoins Nora là-dessus. J'étais, pas très bon au rugby malheureusement, mais j'étais très bon à l'école. Et j'avais toujours de très beaux résultats, toujours au premier rang. Et donc c'est là où je me faisais un peu peut-être moquer pour ça. Et le CM2, j'ai retrouvé mes bulletins. 2 premiers trimestres, 18, le dernier, 15. Ce que je voulais, je me suis dit, bon, on va baisser un peu, histoire de se dire que je fais pas mon crâneur ou je ne sais quoi. Mais il se trouve que ça n'a pas marché. Après, au collège, c'était relativement... C'était pas grave, entre guillemets. C'était plus des insultes au coup de pouce dans la cour. Quand quelqu'un passe, ouais, sale gros, range-toi. Décale-toi de là, tu prends la place. Arrête, c'est un rang pour 2. Enfin... Des choses malheureusement classiques, on va dire. Des violences physiques, il y en a eu, mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que, en gros, ça a vraiment duré sur l'espace d'une semaine.
Ça a commencé un lundi. Et en fait, le vendredi, j'en ai eu marre et j'ai répondu. Et après, vu qu'ils étaient, on va dire, plus nombreux, ils se sont rendus compte que insulter de loin, c'est vachement plus simple. Parce que bon, quitte à harceler, on va pas être brave non plus, hein, ce serait trop simple. Et du coup, après, là, ça s'est arrêté. Mais par contre, quand le harcèlement physique s'est arrêté, le harcèlement moral s'est multiplié, on va dire. Les enfants se rendent compte assez rapidement que ce qu'ils vivent est quelque chose, c'est une situation qui est anormale. Ils se rendent compte, mais ils sont démunis. Comme toutes les personnes victimes de violence, la violence, c'est une volonté et une logique de domination. En plus, avec le nombre, c'est amplifié. Ils sont sidérés, ils essaient de trouver des ressources personnelles en se disant « Bah ouais, en effet, je suis gros, mais pourquoi on rajoute ça, le gros ? En effet, j'ai des bons résultats scolaires, mais ça fait pas de moi un crâneur. » Et donc, ils essayent de trouver des ressources personnelles pour s'en sortir et changer. On sait qu'il y a des enfants qui vont s'empêcher de manger, qui vont s'automutiler, qui vont scarifier, qui vont prendre des substances, pour échapper à cet effet de meute, à cet effet de groupe. Il faut quand même rappeler que le harcèlement, ce sont des violences répétées, quelle que soit la durée, des violences verbales, physiques et ou psychologiques. Et collège, lycée, on rentre dans les violences sexistes, sexuelles, homophobes, transphobes. Donc en fait, on parlait du rejet de la différence, et on est tous différents. Et en effet, les enfants le savent, et d'ailleurs, ils disent toujours un mot, « ça m'a blessé, ça me blesse ». Et ça, c'est très fort. Vous êtes blessé dans votre fort intérieur. Il faut aussi dire que les violences psychologiques, donc les mises à l'écart, les rumeurs, l'isolement, les regards de travers, les chips dans les couloirs, on en parle peu, mais ça détruit des personnes. Comment voulez-vous aller voir un adulte et lui dire « elle m'a regardé de travers ». Oui, et donc ? Oui, il m'a chippé. Oui, et donc ? Il m'a fait tomber, il m'a mis un coup de coude. Oui, mais en fait, il faut que nous, adultes, dans les établissements, on se rende compte que c'est la répétition. Ce que nous disent les élèves par rapport à la répétition et le fait d'être blessés, toutes ces insultes, c'est qu'ils ne savent pas comment ça va recommencer. Et les harceleurs, cette meute, elle n'est pas intelligente, mais elle est stratège. Elle dit, je vais le calmer, lui, il croit que ça va aller mieux. Et les enfants nous disent, qu'on accompagne aussi, là, ça va mieux. Mais pour combien de temps ? Vous ne savez pas où le coup va arriver et qui va intervenir. Et puis aussi dire que ce n'est pas forcément celui qui donne les coups qui est le bras armé. Ce n'est pas forcément lui qui décide. Donc c'est vrai que ça met l'enfant dans un état de sidération. Il est démuni, il a peur. Et c'est pour ça, alors, tant mieux que vous ayez continué vos études, pardon. Mais on sait que ça a des conséquences sur la réussite scolaire. Le décrochage scolaire et à terme la phobie scolaire. Qui veut aller à l'école pour se faire frapper, insulter, manger seul à la cantine, être victime de rumeurs ? Et puis, alors moi, je n'ai pas de super pouvoir, mais quand vous êtes anxieux et que vous avez peur, il est très difficile de se concentrer. Et c'est pour ça que quand on dit la chute des résultats scolaires, c'est pas qu'ils comprennent moins, c'est qu'à un moment, ils sont pas en capacité d'apprendre. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur les compétences psychosociales, sur le bien-être de l'enfant à l'école. Et je reviens à ma question, Anthony. Où étaient les adultes ? C'est vrai, c'est important, on y travaille beaucoup. Il faut qu'on ait ce regard aimable, protecteur, bienveillant. On doit être des adultes protecteurs. Parce que, en fait, l'enfant, moi je le vois pour Marion, mais quand on rembobine tout ça, bien la veille de son décès, elle est quand même prise à partie. Dans un cours de sport, il y a une meute, ça crie, elle est prise à partie dans les vestiaires. Il n'y a personne pour la sauver. Il n'y a personne pour la sauver. C'est quand même terrible. Ça veut dire qu'à l'époque, et parfois on admet encore, que les garçons ça peut taper, que les filles ça peut insulter, que c'est comme ça, qu'on n'en est pas mort. Bah si, on en meurt, parce que même si on n'en meurt pas physiquement, on en meurt mentalement. Ça a des conséquences sur la vie sexuelle et affective, sur la vie sociale. Dans notre association, on a 30 bénévoles. Au moins 28 ont été victimes de harcèlement. Bah, ça laisse des traces à vie. Voilà. C'est compliqué, Anthony, je vois que vous acquiescez. Mais moi, je veux accompagner cette parole. C'est parce que souvent, on nous dit « Oui, mais bon, le harcèlement s'est arrêté, il s'en est sorti. » Il est sorti de cette violence, mais il subit aujourd'hui les conséquences. Alors oui, il y a eu du cyberharcèlement, parce que malheureusement, les réseaux sociaux ont cette capacité géniale à rassembler, mais aussi à diviser. Moi, ça m'a semblé normal, mais ça n'a jamais été porté très loin. C'était plus quand on postait une photo ou un petit statut
des réponses en mode... bon, je vais être vulgaire, mais des réponses en mode mais ferme ta gueule, mais t'as rien à faire là, va te jeter quelque part, va courir un peu, ça te fera du bien, enfin du classique. Avec du recul, ça allait relativement loin. Pour ça aussi que je m'éloigne des réseaux sociaux le plus possible. Parce que quand je vois ce qui s'y passe à des moments, ça ferait presque peur. Mais oui, il y en a eu, alors en particulier sur Facebook au collège. Et après, au lycée, ça a continué légèrement, mais au lycée, je répondais pas, en fait. Donc, voilà. Et je rajouterais aussi que... Alors, je sais pas comment ça se passait pour vous, Nora. Parce que je ne sais pas quel âge vous avez. Mais Je suis Adélaïde. L'avantage de l'époque... L'époque, pardon, excusez-moi. Mais je vais vous dire un truc. Mon fils dit toujours, c'était comment la vie en noir et blanc. Et ben c'était pareil et en mieux. Voilà, comme ça vous savez. Mais l'avantage d'avant les réseaux, c'est qu'une fois rentré à la maison, on n'avait plus les problèmes de l'école. Et là, en rentrant à la maison, avec Facebook, avec Instagram, avec tout ça, les problèmes qu'il y a à l'école avec le harcèlement, en fait, ils suivent. Et quand tu sors du bus, tu rentres chez toi, tu te dis c'est bon, moi, l'école c'est fini, je vais pouvoir être tranquille. Et en fait, tu regardes notification Facebook, vous a identifié, vous a écrit un message, vous a truc, vous a machin. Et ça pèse, ça peut peser très lourd, très très lourd. Alors moi, j'ai un rapport assez nuancé avec les réseaux sociaux et les risques qui sont encourus. J'essaie d'être nuancée parce que je veux voir du beau et du positif partout, même si je sais que c'est pas le cas. Ma fille Marion a été cyberharcelée, j'ai découvert après, sur son compte Facebook, avec des incitations au suicide, on va prendre des pop-corn, etc. Je ne le nie pas. Mais ce que je sais, c'est que pour moi, le cyberharcèlement n'est qu'un continuum des violences. Nous n'avons pas de cas, et je ne vais pas vous inventer des histoires, de parents qui nous appellent en nous disant « il est ou elle est cyberharcelé ». On nous dit voilà, il est victime de rejet, il est frappé, etc. Et en plus, il y a du cyberharcèlement. Donc ça, c'est important de le rappeler. Si on agit dès la socialisation, dans l'enceinte de l'école, partout où il y a de l'humain, alors cet humain n'aura pas l'idée de continuer sur les réseaux sociaux. Mais comme on l'a autorisé, en tout cas on ne l'a pas arrêté et qu'on ne lui a pas dit que c'était interdit, dans son couteau suisse, il sort une lame, c'est celle du cyber. Et après, il y a cet effet de viralité. Et moi, j'ai trop entendu pendant des années le cyber, il existe. Mais moi, je ne suis pas les grands groupes, je ne peux rien faire, je ne peux pas empêcher un enfant d'aller sur les réseaux sociaux. Mais en tant qu'adulte, je peux lui apprendre à naviguer, à bloquer, à dire non, à ne pas donner sa localisation. Et le problème, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est l'usage qu'on en fait. Éduquons nos enfants et les parents à l'usage de ces outils. Donc, chers parents, soyez vigilants et vous aussi faites des maraudes numériques, allez sur TikTok, allez voir ce que voient vos enfants et parfois, il se passe de très jolies choses. Ça a fortement diminué à partir de la seconde et en grande partie aussi parce que en seconde on a eu une présentation sur les ambassadeurs lycéens contre le harcèlement scolaire sur l'association que dès sa présentation que j'ai eue en seconde il y a 7 ans maintenant j'ai rejoint. Et après, en ayant rejoint cette association, en parlant avec les plus anciens membres et même avec certains membres actuels que j'ai pu rencontrer, je me suis rendu compte qu'en fait, mon cas, qui n'est pas du tout un cas isolé, justement, j'étais pas le seul à le vivre en fait. Et parler avec des gens qui ont vécu ce genre de situation, ça m'a beaucoup fait de bien et ça m'a appris à mieux relativiser, à mieux réagir sur la situation. Donc en fait, même si potentiellement ça a pu continuer après plus tard dans le lycée, au final, moi je m'en serais même pas rendu compte en fait. Parce que déjà de 1, j'y portais plus grand intérêt. Et si je voyais qu'il y avait un problème, j'essayais de m'en éloigner. Donc c'est à partir de ce moment-là, de la seconde, je dirais. Est-ce qu'il y a un protocole pour aider les enfants à sortir de la spirale du harcèlement ? Oui, ça, on le fait d'abord en leur donnant la parole, mais vraiment en leur donnant la parole. C'est-à-dire que quand on intervient, ils pensent qu'on va beaucoup parler, mais en fait, on libère leur parole.
Donc la question, c'est, à un moment, est-ce que vous avez vécu ces violences répétées? C'est la première question. Et vous avez le droit de le dire si ça s'est passé avant. Et ensuite, on leur explique que c'est interdit, qu'il y a le rôle des témoins, que la relation elle est triangulaire, qu'il y a la personne cible, les auteurs de faits qui sont 4-5, et aussi les témoins qui sont parfois passifs, actifs ou complices. Et une fois qu'ils ont déterminé leur place, comment on fait pour passer d'un témoin actif positif? On va s'asseoir à côté d'une personne, on va lui poser la question, on va lui demander comment elle va, on va l'inviter. Et c'est aussi le rôle des professeurs. Quand ils distribuent les notes, on ne dit pas « toi, encore un 4 ». Parce que ça, vous donnez l'occasion à d'autres de se moquer. Quand vous voyez un élève qui, en cours de PS, n'est jamais choisi, je dis bien n'est jamais choisi. Parce que quand on dit « j'étais le dernier choisi », si vous êtes le dernier, vous n'êtes pas un choix. C'est un non-choix. Non, mais il faut quand même dire les choses. Donc, c'est pas « j'étais le dernier », j'ai pas été choisi. La formation des professeurs, c'est d'aider ces enfants à être identifiés et de donner le poste de capitaine à cette personne. Donc, il devient le leader positif. On fait en sorte que jamais un enfant soit seul au tableau face aux autres élèves. On demande toujours à 2 ou 3 élèves de venir à côté, tenir le crayon juste à côté. Et en fait, compte, vous êtes en nombre face au reste du groupe. Donc, on recrée une dynamique positive. Alors, des conséquences psychologiques graves, je ne sais pas. Je vais voir ma psy demain, peut-être qu'elle m'en dira plus. On va dire que j'ai maintenant de plus en plus de mal à faire confiance à quelqu'un. J'ai toujours le fameux syndrome de l'imposteur. Alors ça, c'est relativement compliqué à gérer. Une grande peur de l'abandon aussi. Parce que, d'une part, partie de l'histoire familiale, et puis de différents groupes d'amis, on va dire, que on se dit, ouais, mais on restera amis pour toujours, même après le lycée, on continuera à parler, t'inquiète. Au bout de 3 semaines, il n'y a plus de nouvelles de personne. Et voilà. Et Anthony disait tout à l'heure, il a été harcelé en primaire, au collège et au lycée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a été harcelé, peut-être de manière inconsciente, on a cette posture d'enfant harcelé. On baisse la tête, on se dit peut-être je vais aller vers ce groupe-là, on est harcelé, on va aller dans le groupe de harceleurs. Et ça, il faut qu'on travaille sur la posture. Comment avoir une posture positive, efficace dans un groupe, sans être violent. Travailler sur la non-violence. Travailler aussi ce qu'on appelle, nous, les violences environnementales. On prend en charge un enfant et pas un élève. C'est-à-dire que s'il subit des choses dans la famille, il faut qu'on le sache. S'il a des problèmes sur le chemin de l'école, il faut qu'on soit au courant. S'il est en garde alternée, s'il ne déjeune pas le matin, etc. Tous ces moments avant l'école où il est aussi à risque et qui vit des violences. Donc voilà, c'est un peu long, mais c'est possible d'arrêter et travailler avec les harceleurs en essayant de comprendre et de leur dire que c'est quand même mieux d'être dans la joie que dans la tristesse. Parce que moi, je ne connais pas un harceleur qui est heureux. Et je ne les défends pas, ma fille est décédée. Je peux vous assurer. Je ne défendrai pas, la sanction doit tomber. Mais beaucoup d'enfants qui sont notamment des témoins suiveurs ou complices, qui appartiennent à cette meute, souffrent d'autres violences. Donc, travaillons sur leur violence, sur le bien-être, et ils sortiront du groupe. Et tout à l'heure, vous disiez, Anthony, bien sûr que c'est pas parce qu'on a vécu des choses qu'on doit les excuser. Mais je reprendrai mon prof de philo il y a très longtemps, il m'avait dit, Nora, les explications ne sont pas des excuses. Donc oui, tu m'expliques que tu as des difficultés dans ta famille. Oui, tu m'expliques que tu es violent. Oui, on m'explique qu'il a des troubles cognitifs. Ça n'excuse rien. Vraiment, je n'excuserai jamais. Et il y a une chose que vous avez dit aussi au long de votre témoignage. Vous minimisez souvent, et vous avez raison pour vous rassurer. Oui, mais moi, c'était pas trop long. Oui, mais moi, c'était pas trop grave. Et mon poids, et ceci et cela. C'est-à-dire qu'à un moment, ces gens arrivent à vous laisser croire qu'il y a quand même une petite raison. Et une petite voix qui dit, c'est vrai que j'étais gros en même temps. Ouais, c'est vrai que j'étais devant en même temps. Non, il n'y a aucune raison. Aucune raison. Voilà, je voulais juste vous le rappeler. Vous êtes beau, vous êtes grand, et vous avez la vie devant vous. Et si le harcèlement naît du rejet de la différence, moi, je vois plutôt dans la différence une richesse incroyable. Parce que si on se ressemblait tous, qu'est-ce qu'on s'ennuierait ? Vu que mon cas n'est pas un cas isolé, c'est vraiment le cas de
plein d'enfants, ça me semblait important de le faire parce que je me dis, si moi j'en parle, bon alors je me prends pas pour ce que je ne suis pas, hein, bien heureusement, mais ça pourra peut-être aider d'autres enfants à prendre la parole. Je rejoins Nora sur le fait qu'un enfant n'ira jamais parler à un adulte. Et donc, je pense que c'est ce qu'énormément d'enfants vivent. Et c'est ce que... alors, je n'oserais pas parler en son nom, mais c'est aussi ce que je pense que ce que Marion a vécu. Bon, j'ai été à sa place, mais pas au même point. C'est impensable d'aller en parler à un adulte. C'est même pas la peine d'imaginer. Si vous avez des groupes d'ambassadeurs, allez en parler à eux. Si vous avez des vrais amis à qui vous pouvez faire confiance, parlez-leur-en. Parce que si la situation continue trop longtemps, ça peut avoir de graves conséquences par la suite, voire pousser jusqu'au suicide. Donc, allez en parler à des adultes. Bon, c'est plus simple à dire qu'à faire, forcément, je le sais bien. Mais il faut en parler, c'est la première étape. Et après, des actions seront potentiellement, je l'espère, mises en place. Mais c'est vraiment la priorité, c'est d'en parler. Moi, je pense que pour la grande partie, mes parents le découvriront ce soir, enfin, quand cet épisode sera posté, parce que Dieu, jamais j'y serais allé en parler. Mais bon, ça, c'est plus une question de honte, hein, ça, c'est moi. Mais ne vous enfermez pas. Allez en parler, c'est le plus important. Moi, je m'en rends compte avec le temps que j'aurais vraiment aimé en parler à l'époque. Et c'est pour ça que le groupe ambassadeur, du coup, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, quoi. Donc, faut en parler, c'est le plus important. Ça se réglera un moment. Le temps fera les choses. D'abord, c'est la sidération, l'incompréhension, parce que je recontextualise vraiment. On est en 2013. Moi, je suis une enfant de la République, enfin, de l'école de la République surtout. Je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse mettre fin à ces jours pour ça. Ouais, non, mais vraiment, je minimisais parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et puis, en creusant, je me suis dit, mais c'est affreux. Donc, ça veut dire que tous les jours, quand elle me disait, par exemple, j'ai mal au ventre. Moi, mal au ventre, jeune fille de 13 ans, voilà, c'est, je sais pas, la période menstruelle. Vous voyez, j'avais pas ces éléments-là. Et je me dis, mais elle gardait toujours ce sourire. Donc, j'avais de la colère vis-à-vis de ces gens, vis-à-vis des adultes, le fait qu'on nous ait pas informés, parce que ça se passait devant leurs yeux, avec tous les éléments que j'ai retrouvés. J'avais de la colère contre moi, vis-à-vis de moi, en me disant, mais... pourquoi elle t'a rien dit? Pourquoi t'as pas vu? J'avais de la colère parce qu'on lui avait arraché la vie et que j'aurais donné ma vie. J'avais de la colère parce que son frère et sa sœur se retrouvaient seuls. J'avais de la colère, mais j'avais fait une promesse à Marion. Je lui avais dit, ce qui s'est passé pour toi, si ça s'est passé pour toi, ça peut arriver à n'importe qui. Et donc, bref, je me suis dit, j'ai quand même des capacités, j'avais un métier avant, j'ai une énergie de dingue, je vais mettre à contribution. Et j'en ai fait une mission, j'en ai fait une promesse à Marion, je lui ai dit, je suis ta voix, je suis tes bras, je parle en son nom, au nom de tous les enfants, je parle au nom de mes enfants, et je suis très fière de me dire que 10 ans plus tard, le harcèlement qui était un fait divers est devenu un fait de société, aujourd'hui c'est un fait politique. Et c'est important de le dire. Et que l'association s'appelle Marion la main tendue, et que vraiment, je pense que Marion, si elle avait eu cette main tendue, quand elle a passé des coups de fil la veille, parce que c'est pas moi qu'elle a appelé, moi elle m'a dit qu'elle était malade. Elle est rentrée à la maison le 12, le 13, elle s'est reposée. Mais elle a appelé d'autres élèves de sa classe. Personne lui a répondu. Peut-être que les gens sont étonnés en disant, mais pourquoi qu'est-ce qu'elle veut avec ses élèves ambassadeurs? C'est la clé. Si vous êtes élève ambassadeur, vous êtes un leader positif, vous tendez la main, vous sauvez des vies, ça peut tout changer dans la vie d'un enfant. On a besoin de parler à l'autre. Je vous ai dit, le terreau, c'est l'amitié. Devenons ses amis. Donc, la colère, j'en ai. Mais maintenant, mon émotion principale, je la donne, c'est la joie. Mais vraiment, je suis tellement heureuse de me dire que je suis vivante, que mes enfants vont bien, que je sauve des vies, que j'ai une équipe incroyable, qu'on fait des trucs de fou. Et j'ai appris une chose, c'est que je ne peux pas changer le passé. Parce que j'ai des super pouvoirs, mais celui-là, je ne l'ai pas. Alors je fais sans. Et j'essaye de faire bien. Le harcèlement n'est pas une fatalité, mais il laisse des marques profondes. Aujourd'hui, Anthony et Nora ont trouvé la force de transformer leur vécu en témoignage pour que d'autres
puissent comprendre la réalité de ce fléau et agir. Cette série de podcasts s'achève. Elle a donné la parole à ceux qui ont vécu dans leur chair le harcèlement à l'école. Anciens harcelés, harceleurs repentis, familles endeuillées, ces témoignages nous ont montré que le harcèlement ne connaît ni âge, ni genre, ni milieu social. Mais ils ont aussi mis en lumière de l'espoir. En brisant le silence, en écoutant, en agissant, chacun peut jouer un rôle dans la lutte, pour que chaque enfant grandisse en sécurité et avec sérénité. À ceux qui subissent ou assistent à des situations de harcèlement, un numéro à retenir, le 3018, gratuit, anonyme et confidentiel. Ne restez pas seul.